Aujourd'hui, la vie va toujours trop vite, elle est toujours en chantier, et en plus, on déballe le décor de façon absolument ahurissante dans un salon sans dessus-dessous, c'est-à-dire que c'est toujours la chaîne du bordel. On va parler d'un livre qui est vraiment chouette, vraiment important aussi, mais peut-être d'abord en essayant d'en montrer la musicalité, la profonde littérarité, parce que on peut avoir cette tendance un peu catégorielle, on va comprendre tout de suite. Il s'agit, évidemment, je l'ai laissé derrière moi, de 2 secondes d'air qui brûle de Diati Diallo. On y va. 2 secondes d'air qui brûle est le premier roman de Diati Diallo, que je ne connaissais pas avant ce roman. Enfin, si, c'est un nom que j'avais entendu parler de ce titre. Je ne le lis pas à la sortie, déjà parce qu'en fait, il est déjà, ça y est, il est en poche. On est sur une sortie de 2022 aux éditions du Seuil, dans la très belle collection Fiction et compagnie. Et maintenant, en poche, au livre de poche, je vous mets le lien en dessous. Moi, je crois que j'avais pris l'exemplaire là chez Majo la dernière fois que j'y avais mis les pieds. Ou fait un saut. Je sais pas sauter avec mes pieds. Mais voilà, c'est un roman qu'on a trouvé dans beaucoup d'endroits. Et qui est un roman quand même assez important, très facile à lire. Et en même temps, facile à lire aussi parce qu'il happe. On va essayer d'un peu attraper ça. Alors, c'est un roman sur une bande de garçons de banlieue, quartier populaire. Voilà. Bon, je sais pas s'il faut vraiment expliquer, pas expliquer, mais désigner très précisément. En tout cas, de garçons qu'on va appeler actuellement en langage sociologue / militant racisé. Je vous rappelle que le processus de racisation, ce n'est pas un processus raciste, mais qui va permettre d'expliquer le racisme et l'institutionnalisation, la construction et l'élaboration raciste dans la société, c'est-à-dire que le racisme, c'est ce qui va assigner. Et c'est une question qui est absolument centrale et qui est en même temps absolument à côté, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas là en tant qu'exotisme ou en tant que fétiche, elle est. Ah. C'est-à-dire que c'est une bande de garçons qui sont des garçons, qui vivent leur vie, qui sont différents, qui sont donc Astor, Shérif, Issa, Dimba, Nil, d'autres, etc., qui sont vraiment toute une bande de gars, quoi, entre ados, jeunes adultes, qui vivent ensemble on va dire dans le quartier, mais enfin voilà, qui sont dans le même lieu, en tout cas avec cette question assez importante de habiter, et qui sont soumis à des violences. Alors, c'est pas que un roman sur la violence, c'est un roman sur l'existence, sur habiter, habiter depuis ou en tant que ou hein, corps noir, soumis notamment aux violences policières, au corps non blanc, en tout cas, corps racisé. Et non pas ça dit par la discrimination, mais par ce qui est complètement l'expérimentation de l'assignation, c'est-à-dire de ce que Diati Diallo dit dans un podcast que j'ai beaucoup aimé, de la poudre avec Lorraine Bastide, qui est en fait une forme de harcèlement de rue, un harcèlement de rue qui est celui des policiers et de la violence policière. Bon, quand on dit ça, en fait, on entre directement dans ce qui pourrait être l'écueil, ou qui me semblerait être une réduction de la lecture, parce que c'est une lecture évidemment du livre, mais le livre est-il témoignage d'époque, document? Bah je pense pas. Je pense pas, alors si on veut le prendre par le petit bout de la lorgnette, qui à mon avis celui qui est pas intéressant, mais on a plutôt une autrice et puis qui va avoir des personnages masculins. Et ça c'est quand même aussi quelque chose qui est en fait assez intéressant. Et mais en tout cas voilà, qui est pas directement autobiographique. Et qui est une fiction quoi. Mais je suis pas sûre que ce soit absolument essentiel en fait cette question-là. Enfin surtout la question biographique elle m'intéresse pas beaucoup. Mais ça permet déjà quand même de casser quelque chose de ce qui serait un témoignage en mode autobiographique, a vécu ça, machin, etc. A vu mode mémoire, façon mémorialiste. Et je pense que c'est la façon la plus réductrice de considérer le bouquin en passant à côté de sa profonde littérarité et j'ai envie de dire de sa poéticité assez frappante. Pour un livre, peut-on dire assez explosif. C'est-à-dire que je vais renvoyer encore à Wittig parce qu'elle me semble une bonne porte d'entrée sur cette question-là. La littérature des minorités
n'est pas une littérature minoritaire, elle est de la littérature. Et donc, finalement, ou pas finalement, mais le point de départ, en fait, c'est de ne pas considérer la littérature de telle ou telle personne en raison d'une assignation de la société plus ou moins violente en termes, on va dire, de genre, de race, de classe, etc., de santé, hein, si on parle aussi de validisme, ne lire qu'au prisme d'une dimension biographique, a fortiori d'une dimension biographique qui est une violence, est un redoublement de violence. Et en fait, c'est ne pas lire. Voilà. C'est ne pas lire, c'est aller chercher une validation d'une théorie, ou d'une préconception, ou d'un préjugé, hein, plus ou moins élaborée, on va dire, ou délicate, qui n'est pas possible. Donc c'est pas... alors, comment dire, ça pose une question qui est quand même complexe, c'est-à-dire que là, moi, en 4e de couverture, Julie a vécu entre les Yvelines et la Seine-Saint-Denis, où elle continue d'habiter aujourd'hui, etc. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a une part, on va dire, de documentation, de vie, d'expérience personnelle qui, évidemment, nourrit la fiction. La question que je pose, ce n'est pas... non, il faudrait faire que des fictions qui seraient complètement détachées des personnalités, des autoristes, ou des locutoristes de toute personne qui va écrire ou prendre la parole. Et en plus, ça dépend du type de discours, ou de parole, ou de est-ce qu'il y a un récit, ou juste une prise de parole politique, par exemple. Enfin, tout ça, évidemment, est extrêmement changeant. Mais si vous ne voyez une littérature d'une personne qu'en fonction de la catégorie d'appartenance plus ou moins réelle, vous êtes dans une démarche de catégorisation, vous êtes dans une démarche d'assignation. Et en fait, c'est pas possible, quoi. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce d'attestation d'authenticité par ce qu'on appelle les péritextes, c'est-à-dire les textes qui vont accompagner, ici le petit résumé sur la 4e, quoi, qui a son importance, et Diaty Diallo le dit dans le podcast en étant rapproché notamment de Seynabou Sonko, ou avec qui elle était en master création littéraire à Paris 8, et je pense que je reparlerai de Seynabou Sonko dans quelques semaines, ou le nom va m'échapper, Fatima Das, je crois, qui a été évoquée, mais voilà, en tant que ces femmes non blanches qui parlent et qui font un premier roman en ce moment, et puis elle cassait quand même la mythe en disant oui, mais en fait, non blanche, genre ça a l'air d'être positif, mais enfin, où sont les mecs? Pourquoi les femmes plutôt que les mecs? Parce que plus inoffensives, etc. Enfin, tout ça, c'était vraiment une articulation extrêmement fine, notamment sur des postures d'auteurs, des stratégies marketing, des maisons d'édition, et puis bien sûr qu'il faut y aller quand on en a la chance, la possibilité, etc. Que cela amène aussi des formes de responsabilité, tout un ethos éthique, en fait, que je trouve hyper intéressant. Mais voilà, en fait, ce qui a l'air d'être positif montre aussi quelle stratégie... si on ouvre un peu les yeux, ça montre des stratégies d'exclusion, en fait. Et en même temps, ça montre que bien sûr que ces assignations, elles sont là. Au moment et catégorisation de choisir un premier roman, la question c'est aussi quelle place va être faite pour aller au-delà d'un premier roman, et d'un premier roman qui va ou non être classé dans le témoignage, la littérature documentaire, enfin la littérature documentaire divitique, c'est-à-dire qui va servir de document, et donc à laquelle la littérarité est refusée, niée, occultée, silenciée, mise de côté, négligée, enfin voilà. Avec tout cet éventail d'attitudes qui vont prendre plus ou moins en compte des dimensions extrêmement littéraires du texte. Je vais ajouter en lien un mini-reportage de Trax à Paris 8 d'il y a quelques mois, 8-9 mois, quelque chose comme ça, que j'ai regardé là juste avant de tourner, qui est super, et où on a des moments avec justement une mise en musique de secondaire qui brûle, et qui va nous montrer ce qui, à mon avis, est le plus important dans le texte, à savoir, en fait, c'est sa musicalité. Et moi, clairement, alors d'ailleurs, on va le dire tout de suite, et maintenant on va rentrer dans le texte, parce que le blabla c'est chiant. On a des remerciements à la fin. Avec ce texte ne s'est pas écrit à main nue, je suis page 159. Il est pas très long. Et ça, c'est plutôt, en fait, Alors, pour moi, ça va être à la fois un reproche qui n'est pas un reproche, mais qui va être... en fait, j'en aurais voulu plus. Et rentrer dans une autre profondeur, mais on va dire que c'est un encouragement pour la suite. Enfin, oui, je vais envoyer la vidéo à
à la romancière, mais bon, enfin, c'est pas à moi d'encourager qui que ce soit, mais enfin moi j'ai vraiment aimé. Mais j'ai vraiment aimé voilà, cette liste de bibliographies qui inclut des lieux, notamment voilà, place des fêtes, etc., et des événements de violence policière essentiellement, et à la fin une bibliographie musicale, morceaux joués, chantés, dansés par ordre d'apparition, donc qui apparaissent dans le texte. Et donc moi je dois avouer que moi, je suis vraiment dans un autre siècle, donc les refs musicales, j'en ai quand même quelques-unes, mais enfin j'en ai pas beaucoup. Bon, mais dans l'interview, je sais plus si c'était dans La Poudre ou sur Trax, Diati Diallo disait que ça permettra soit d'avoir des effets de reconnaissance, soit de découverte. Bon ben voilà, je veux dire. Mais je pense pas que ce soit gênant. En fait, je pense que c'est intéressant de savoir que ça va avoir un autre effet sur quelqu'un qui va partager telle référence musicale. Bon, enfin, il y en a quand même que j'ai reconnu, hein. Mais pas forcément les plus anciennes d'ailleurs, parce que c'est pas les références musicales elles-mêmes qui sont apparemment venues au fur et à mesure de l'écriture, c'est pas forcément un immense calcul extrêmement prémédité, l'écriture, hein. C'est des choses qui sont assez intuitives, enfin à beaucoup de niveaux, et qui sont construites, et qui sont pensées, et qui en fait sont ruminées dans le même temps. Ruminer, c'est un mot très présent chez Renan par exemple, qui n'a aucun rapport avec Diati Diallo. Mais ruminer, je pense que ça permet vraiment de comprendre cette espèce de mastication qu'il y a quand on va penser des choses. C'est peut-être le moment de dire que David Lynch est mort il y a 2 jours. Moi, je veux dire, je pense à ceux de mes proches qui peuvent être effondrés ou qui le seraient s'ils étaient encore vivants. Et qui avaient adoré Lynch. Donc je porte aussi un chagrin énorme de ce chagrin d'autres, et en plus de mon chagrin propre pour avoir adoré Lynch. Ce que je veux dire, c'est que cette espèce de rumination, notamment des idées, des mots, des textes, que Renan suppose à son propre niveau individuel qu'il pratique, et qu'il suppose dans la marche de l'humanité, donc genre tous les individus, puis l'ensemble des individus comme humanité, il y a toujours ces jeux d'échelle chez cet historien. C'est aussi des choses en fait qui sont très proches de la créativité telle que l'a pensé Lynch, avec cette image assez connue des idées comme des poissons qui viennent et qu'il faut savoir attraper, pêcher, ou l'inspiration c'est un train, il faut monter dedans parce que si on prend le train d'après, c'est un autre train. Bon. Et il y a aussi quelque chose de cet ordre du temps que l'on passe avec une création qui était très perceptible dans les interviews que je vais mettre en lien, et qui m'a beaucoup parlé, voilà, que j'ai trouvé vraiment intéressant et très chouette à entendre, quoi. Voilà, à entendre, en plus de la mise en musique, alors qui est différente apparemment, mais c'était que 10 minutes, donc il n'y avait pas beaucoup de choses. Du texte. Je vous propose de faire, je vais le faire de toute façon. Comme d'habitude, hop, le titre, les épigraphes, etc. On va rentrer un peu dans le texte, et puis je pense que je vais prendre plusieurs passages, mais donc, voilà, là il y a une espèce de présentation un peu générale, et on va rentrer dans le bouquin et le spoil. 2 secondes d'air qui brûle, c'est un titre incroyable. Alors la couverture, ça, il me semble que c'est... je sais plus si c'est la même photo que sur l'édition Fiction et compagnie. Le titre est ahurissant. C'est une citation bien plus loin, mais qui est longuement préparée, donc il y a un effet de dramatisation, d'attente. Alors c'est l'effet que vous pouvez avoir quand vous regardez un film, bon, mais aussi connu que La Haine, avec ce qui compte, c'est la chute. Je cite extrêmement mal, de toute façon je suis éclatée, ça se voit un peu. C'est quelque chose que vous avez, c'est un peu aussi ce qu'on appelle un fusil de Tchekhov, c'est-à-dire, le fusil de Tchekhov, c'est l'idée que dans une pièce de Tchekhov, que je connais pas très bien, vous avez un fusil sur la scène, et c'est normalement, on utilise le fusil à un moment, la question c'est qui va utiliser le fusil comment, quoi. Donc ça amène en fait d'emblée des effets de dramatisation, 2 secondes d'air qui brûle. L'air qui brûle, c'est quand même quelque chose qui... fait signe vers une violence qui peut être météorologique, qui peut être chimique, qui peut être extrêmement diverse, dont on a en fait finalement qu'un effet, littéralement un impact dans les 2 secondes qui sont un temps très bref, alors un impact lui-même est encore plus bref, mais quelque chose qui peut se rapprocher d'une sensation antémortem par exemple, enfin en tout cas on n'est pas censé respirer dans un air qui brûle, quand bien même 2 secondes, et quelque chose de l'ordre de l'irradiation par exemple,
je pense à une irradiation type Hiroshima, d'une bombe, d'un souffle explosif ou de l'étouffement, ça peut être la crise d'asthme aussi. Enfin, on a quand même quelque chose de très violent, de très brutal, qui est suggéré aussi par cette comptabilité des 2 secondes qui sonne compte à rebours. C'est donc un titre thématique qui annonce quelque chose, mais qui annonce quelque chose de manière assez mystérieuse, parce que on n'ouvre pas spécifiquement sur un compte à rebours, mais comment dire que une forme de dramatisation dans le texte est déjà en place, qui met ainsi, qui installe un horizon d'attente marqué par une forme d'intensité, évidemment de chaleur, hein, puisque ça brûle, et voilà, et de mystère, où on va attendre la suite, et donc ça amène du suspens. Il faut quand même noter la relative, R qui brûle. Donc en fait, on a un titre qui est un groupe nominal, 2 secondes d'air, donc avec, boum, un nom, un complément du nom d'air, donc ça, en fait, ça va pas ensemble, des secondes d'air. Là, ça amène une condensation au niveau linguistique qui pourrait être un raccourci, mais qui, en fait, elle-même a un effet plutôt explosif, dense, impactant. C'est vraiment un mot que je déteste, l'impact, quand on n'est pas sur la métaphore de la balle, ou enfin balistique ou des choses comme ça, mais ici ça va coller. Et la relative, ici, qui se raccroche au nom ou au groupe nominal R, qui montre une espèce d'impossibilité vitale, puisque enfin moi je vous rappelle que vous n'êtes pas censé respirer donc quand ça brûle. Et la photo est quand même particulièrement bien choisie, puisque en fait, coucher de soleil, incendie, c'est quoi? Voilà. Bombe, feu d'artifice, voilà. Dans un ensemble urbain, identifié comme un ensemble urbain de quartiers populaires, et là je vais mettre d'immenses guillemets parce qu'il ne s'agit pas, moi, de prendre des pincettes, évidemment que je prends des pincettes aussi, mais de mettre en avant aussi la circulation de la dénomination de quartier populaire, qui ne dit pas l'habitation ensemble dans un quartier populaire. On va avancer. Tac. Donc ça, c'est un peu le début et qui est mis en avant évidemment aussi par le jeu de la typographie du jaune vers le rouge. C'est quand même vachement joli, hein, qui est reprise ici. 2 secondes d'air qui brûle. Roman, et on n'a pas de sous-titres. Et roman, c'est vachement important. On est en fiction. Mais la bibliographie finale, on l'a vu, nous ramène, alors évidemment, c'est un genre de spoil, et comme les interviews, donc ces éléments de paratexte, péritexte, qui vont accompagner le texte, font signe, amènent à des lectures contemporaines, sociologiques, de révolte, d'émeutes, et notamment le podcast La Poudre avec Lorraine Bastide fait allusion à la mort de Naël, et le livre est sorti avant. Donc en fait, il y a aussi cette récurrence dramatique et médiatique et biographique et existentielle qui en fait va effectivement donner un autre statut à la fiction, c'est-à-dire que la fiction peut être véritablement emblématique, notamment parce que là on pourrait dire elle annonce quelque chose, mais elle annonce quelque chose qui se passe déjà et qui est en fait déjà une situation de violence structurelle qui touche qui touche profondément qui persécute et en priorité les hommes racisés non blancs des quartiers populaires. Pour les exergues, Lisette Lombé, c'est Le temps du vin blanc, In brûlé, brûlé, brûlé l'iconoclaste 2020. Et Lisette Lombé est, alors ça doit être fini cette année, mais poétesse nationale belge. Je la connais pas encore bien, j'ai très envie de la lire, je la suis sur les réseaux. Et en tout cas, c'était un plaisir que de la voir comme ça, par touche. À mes grands-parents qui vivent ici, à mes disparus de là-bas. Là, boum. Là, dans la dédicace, déjà est souligné, mis en avant, un hic et nunc, un ici et maintenant, qui est aussi un ici et là-bas, et qui en fait va déjà parler de l'attachement, de la famille d'abord, de l'ascendance en fait, et ou du fait d'être une descendance, mais une descendance qui finalement
et locale et non pas lointaine, exotique. En vrai, c'est une défamiliarisation du cliché, ça. Mais disparu de là-bas, et donc l'attachement lointain, marqué ici sous le signe du deuil. À tous te les humilier, avec un point médian, les blessés, mutilés, violés, les incarcérés, pour les assassiner et tous les téméraires, emportés sur leurs deux roues, ni oubli, ni pardon, avec des points médians. Et ici, l'écriture inclusive de Toust, de la forme inclusive Toust et les points médians, permettent, ou points milieu, Viennot préfère point milieu, permettent d'avoir une dédicace deuxième qui est qui ne fait plus appel à la première personne, mais qui engage le roman sur une voie qui est proprement politique, qui est celle de la police, de la vie de la cité, et qui se passe par l'assignation violente et les différentes modalités de la violence, qui vont catégoriser, enfermer, et ça nous rappelle bien que la racisation, par exemple, et entre autres, et non uniquement, parce que l'assignation, elle est aussi celle de classe populaire, de certains quartiers, donc géographiques, social, etc., social dans plein de dimensions, qui se passe ici, donc, sur et qui va donc catégoriser dans des statuts qui pourraient être ceux de victimes, qui sont ceux de victimes de ces violences, mais dont la dimension victimaire, je le dis évidemment sans péjoration, est ici ramenée. Moi, j'y vois le même effet que l'appel à une fédération des douleurs chez Vallès. Il me semble que c'est en exergue de l'insurgé. C'est-à-dire que finalement, ici, ce n'est pas la douleur qui est mise en avant, ou le dolorisme, mais aussi une certaine forme de panache, alors même de ces douleurs, et qui rappelle par notamment le point médian, que violer, c'est pas qu'une histoire de femme. Et ça, c'est très important, notamment quand on parle de violence policière. Parce que des hommes sont violés en commissariat en France, ou par des policiers, dans des processus de harcèlement policier absolument abjects. Donc c'est ça qui est mis d'emblée ici, mais qui n'est pas seulement mis en place sous le statut de la violence policière. C'est-à-dire, donc pour les assassinés et tous les téméraires emportés sur leurs deux roues, ici, là, par ce groupe nominal là, on a quelque chose d'assez visible qui est globalement la scène de ce qu'on appelle médiatiquement, donc discours médiatique, voilà, des rodéos urbains, qui sont qui sont régulièrement suivis de courses-poursuites, souvent meurtrières, entre des jeunes hommes et la police française. Qui est d'ailleurs souvent aussi le fait de jeunes hommes, un peu moins jeunes, et qui n'ont pas ce statut de jeunesse. À ce point-là, en général, ça vient quand même souvent, pas uniquement, mais on peut quand même, on peut avoir des écarts d'âge, mais il ne faut pas oublier que les policiers ne sont pas des vieillards. Hein. Donc, et là, voilà, emporté sur leur deux roues, pour moi, le panache, il est vraiment ici, et il va amener quelque chose de l'ordre d'un souffle épique au sein même de cette... en fait, ça amène en effet d'énumération, de listes, qui commence dans les douleurs, et qui ne renie pas les douleurs, mais va amener un effet ascendant, d'accélération, justement par un volume croissant des groupes, l'effet d'énumération, et d'un point de vue sémantique, c'est-à-dire que les groupes sont de plus en plus volumineux, les groupes nominaux, et par cet effet... voilà, tous les téméraires emportés sur leurs deux roues, et ici quand même c'est au masculin, c'est le groupe le plus long qui va clore. Et ça donne un effet d'emphase, on peut dire de panache, plutôt que de panacher, mais ça c'est une question. Et un dernier vers, ni oubli, ni pardon, qui est là, une marque quand même, ces deux derniers vers vont quand même choisir parmi l'ensemble de ces douleurs et de ces humiliations et de ces, on va dire, assignations, mais c'est quand même très abstrait, expérience de la violence sociale.
mettre un focus qui n'est pas unique, mais qui peut se faire emblématique d'une violence plus générale, sur quelque chose que l'on peut reconnaître en discours médiatique contemporain, comme de l'ordre de la violence policière, avec cette scène un peu emblématique du rodéo urbain, du deux roues, de la voiture de police. Et ce slogan scandé de ni oubli ni pardon, qui est celui de la famille Traoré pour Adama, qui revient tout le temps dans les collectifs sur les violences policières. Donc, voilà. Ici, la dédicace met littéralement en exergue, on n'est pas encore sur une épigraphe, hein, mais met en avant, ménage un horizon d'attente qui est celui de la violence policière. Mais qui est aussi, non pas ici, qui ne s'arrête pas sur la violence policière, mais sur la réaction civile, qui lutte contre cette violence policière et qui va rassembler dans un même slogan, ni oubli, ni pardon. Donc, une histoire, une attitude, et on notera, et ça, donc on a un effet d'insertion d'un discours médiatique, évidemment réel, référentiel, dans un roman, c'est le sous-titre, enfin c'est le genre affiché sur la page de titre, et dans le slogan, l'absence d'articles, de déterminants, signe le mot d'ordre, le processus à suivre, mais aussi avec une certaine poéticité en fait, un certain absolu, du fait même d'être ce qu'on appelle en détermination zéro, sans article, ni oubli, ni pardon. Et ça n'est que la dédicace. On tourne la page, et là on tombe sur les épigraphes donc, de Lisette Lombé, pour commencer, pas uniquement, parce qu'en fait on va avoir des espèces de scansions en partie qui ne sont pas numérotées, mais avec les citations de Lisette Lombé. Traduction en différentes langues de cette liste d'objets que l'on peut perdre dans le fond des océans, liste des morts qui remontent à la surface, des mémoires et qui demandent justice, noircir, noircir. Lisette Lombé, c'est le temps du vin blanc. Et donc, bon, pour moi qui n'ai pas lu le texte de Lisette Lombé, il y a quelque chose de très mystérieux et de très fort en même temps, qui passe d'une liste de douleurs et de victimes, et liste avec donc une certaine emphase, un certain panache. Pour moi, c'est un texte épique, en fait, de Secondaire qui brûle. Et qui est ici clairement ramené sous le signe du deuil, liste d'objets perdus, liste des morts qui remontent à la surface, avec ce double mouvement ascendant-descendant, les corps qui remontent, ça c'est une image qui me hante. Et donc là je retrouve, et l'oubli, donc c'est-à-dire les oublis qui ne passent pas exactement comme un corps peut remonter, mais ce qui remonte, ce sont donc les morts qui remontent à la surface. Bon, évidemment, les morts qui remontent à la surface océanique, ce sont d'abord me semble-t-il, dans en tout cas l'imaginaire, mais ça c'est sans savoir lu le texte, quand on va travailler une citation, on travaille, sur une citation qui est découpée, on travaille sur l'effet de découpage, et en fait, on n'a pas besoin, ça je le dis en fait en termes par exemple d'analyse de sujet d'une disserte, si le sujet est découpé, c'est qu'on l'a découpé pour le détacher de ce qui est autour. Et donc là, le détachement passe ici, moi m'évoque en tout cas l'image de la traite triangulaire et bien sûr de la traversée du milieu, qui est la traversée de l'océan Atlantique, qui est je crois qu'on a 10% de pertes humaines à ce moment-là, là les chiffres ne me reviennent pas, surtout avec mon état de fatigue, mais qui a un moment qui est considéré par les historiens de l'esclavagisme et de l'esclavagisation comme le processus premier d'esclavagisation de construction de la diaspora noire, en tant que la déshumanisation passe par évidemment le désancrage, le déracinement et la fonte dans la catégorie raciale qui s'invente et qui modèle les gens au fur et à mesure de la traversée, qui est absolument meurtrière. Et donc finalement, quelque chose de l'ordre de la diaspora noire naît évidemment au moment de cette traite triangulaire, de quelque chose. La diaspora noire naît à ce moment-là, parce qu'un phénomène de diaspora, ce n'est pas juste des gens qui partent. C'est
des gens qui partent dans des processus historiques, et le processus historique ici il s'appelle traite, il s'appelle esclavage. Et alors, là vraiment je vais beaucoup trop loin pour une simple citation. Ce processus mais c'est quand même aussi un moment, je vois quand même encore sur les réseaux sociaux qui sont quand même évidemment de plus en plus puants en ce moment, je sais pas encore ce que je vais faire, notamment sur Twitter, enfin je peux pas l'appeler X, c'est horrible de dire X, mais là on a une espèce en ce moment de mise en concurrence des esclavages, notamment pour dire oh là là il n'y a pas que les blancs qui ont mis en esclavage, non, non mais bien sûr, voilà. Tout comme les métaphores de l'esclavage ne parlent pas forcément de la traite triangulaire, mais la traite triangulaire a ceci de spécifique, sa dimension, son internationalisation et la construction de catégories raciales. Voilà. En plus du fait d'être quand même lié à un génocide, celui des Amérindiens, et, ou autochtones, ou natifs américains, et celui évidemment alors, je ne sais pas si on peut historiquement parler d'un génocide noir, mais en tout cas de la construction d'une catégorie, quoi. Donc ça, c'était une parenthèse en passant, mais parce que, enfin, il faut quand même rester sérieux, quoi, sur ça, et regarder les choses absolument en face. Bon, je suis allée beaucoup trop loin par rapport à la poéticité de Lisette Lombé, mais voilà, les connotations historiques, en tout cas, là, moi, je ne peux pas ne pas les lire ici, dans ce texte, c'est-à-dire que dans les morts qui remontent à la surface des mémoires et qui demandent justice, on n'a pas uniquement ce que je viens de décrire, mais on l'a aussi. Et parce qu'en fait, ce processus de deuil, d'oubli et de mémoire, et de remémoration, noircir, qui peut être aussi bien parlé de formes de racialisation sociale, en termes de violence, de revendication, en termes de politique, beaucoup plus fière, enfin, qui va inverser la violence, qui va en faire autre chose, de revendication aussi, pourquoi pas diasporique, mais aussi de noircir du papier, puisqu'on parle de nom. Ça nous parle aussi de l'encre, ça nous parle des archives, ça nous parle de la poésie, c'est tout ça. Et en fait, l'énorme évocation qui est possible, c'est ça, aussi, la poésie. Deuxième citation, faut qu'on s'organise, qu'on crée nos propres trucs, avant que tout explose, il faut qu'on s'arme. J'ai de la force pour les frères, les étoiles, mes seuls guides, retour aux pyramides après des siècles. X-Men, retour aux pyramides. Donc là, qui sont aussi un motif panafricain. Alors moi, sur lequel je suis vraiment pas bonne, donc je vais pas refaire le topo que je viens de faire, alors que j'étais pas bonne, mais je suis encore plus mauvaise. Mais on va retenir l'oralité, l'absence de pronom personnel ou impersonnel, faux, directement, pas il faut, on, aussi, le pronom impersonnel, on, forme très orale, c'est qui on? Et c'est intéressant. C'est intéressant qu'on soit tout le monde. Et cet appel à une organisation armée et à une défense qui est à la fois présenté comme un retour, mais un futur, et qui n'est pas nécessairement réactionnaire, avec la question aussi, donc, d'une possible apocalypse avant que tout explose. Allez, j'essaie d'avancer un peu sur une Wikipédia, parce qu'en fait, ça dure. Hein. Le dessous, 16 juillet, soir, sous la place. Le dessous, on n'est pas dans une histoire d'en bas. Donnez voix à ceux qui n'en ont pas. Est-ce que c'est une question de voix? Oui, c'est une question de voix, parce que la voix, c'est une question de musicalité, aussi c'est une question de chant, c'est une question de poser son flow, ce que moi je vais vraiment pas faire, mais c'est aussi une question géographique, c'est aussi une question sociale. Et donc on commence comme ça. 16 juillet, on est clairement en été, soir, sous la place. Alors moi, ça me rappelle une de mes chansons préférées qui est celle de Carmen sur la place. Je suis pas une habituée d'opéra, mais on avait la VHS de Carmen quand j'étais petite et ça a été une fascination absolue. Derrière un grillage sans fin s'étend un terrain vague, zone d'habitat en devenir peuplée de jeunes pousses, de buissons et d'arbustes à qui les jours sont comptés. Cette friche, le terrain des aventures de notre enfance. J'élargis à coups de pied une ouverture dans la clôture, puis j'y faufile mon grand corps, adulte depuis quelques étés. À des mètres au-dessus du lieu de rendez-vous, le sol vibre déjà. Les branches et feuilles d'espèces indiscernables dans le noir de la nuit tremblent au rythme des pulsations souterraines. Je décide de me diriger à l'oreille et me figure un passage au milieu des cailloux, canettes et dunes cabossées. J'aperçois le point d'accès.
Un chambranle de béton encadre une porte de métal mangée par la rouille. Elle claque dans le vent léger, s'ouvre et se referme sur le début d'un trou. Je le scrute et l'écoute avant d'y sauter. J'y connais un escalier. J'y devine des notes de house. J'y fantasme des nuques humides, des acclamations noyées dans les décibels, des danseurs, des danseuses, qui se retrouvent soudainement face à face sur une piste sans l'avoir anticipé, qui oscille entre réserve et désir de se toucher. J'imagine des débats animés, confus, et des personnes se clamant à haute voix leur amour, alors que d'habitude, elles ne le font pas. Je vais pénétrer dans le parking. L'odeur caractéristique des endroits sans soleil me saute au nez, agite l'hippocampe dans mon crâne et mes souvenirs d'enfant. Une fois qu'on cherchait une cachette dans les caves de notre immeuble avec mes grands frères et sœurs, que je collais comme leur ombre et qu'une porte coupe-feu s'était refermée sur mon annulaire, le diminuant à tout jamais de 2 millimètres. De quand j'allais accrocher mon vélo dans ces mêmes couloirs sombres, le dos trempé et les doigts tremblants de la peur d'être suivi. Cette humide odeur de terre, c'est aussi celle de la fête immergée où jamais rien de liquide ne se paie avec de l'argent. L'odeur de l'underground. Des mélanges d'alcool et de soft dans des bouteilles d'eau de source, de la fumée de clopes achetée en Espagne, du partage de goulot, de la fusion des ivresses, de la musique de Chicago, où chacun vibre à sa singulière cadence, défie les impacts des basses propulsées. C'est l'odeur de la part qu'on nous laisse. Des mètres de trottoir, quelques bancs, des triangles d'herbe, des bouts de bois morts qu'on transforme en braise pour cuire la viande. Le moindre coffre de voiture est un possible sound system. On est des brouillards, on est joyeux. Mais nos réjouissances n'en sont pas pour tout. Ah oui, pardon. Mais nos réjouissances n'en sont pas pour tout le monde. Il y en a qui ne nous voient que comme les rejetons braillards d'ascendants, qui avaient au moins la délicatesse de la fermer. C'est vrai qu'on fait ça par l'effort, mais on est quand même loin de passer toutes nos nuits à beugler sous des fenêtres. On a juste besoin d'agitation, un peu. Attiser des feux, se raconter des trucs pour passer les jours qui rallongent, et même ceux qui raccourcissent en fait, et puis danser, parfois. Pas grand-chose, en somme. Je dévale les marches. Mes pieds frappent le béton, je ne fais aucun effort pour retomber légèrement, le son de mes pas ricoche sur les parois autour. À mesure que je m'enfonce sous terre, l'écho se mêle aux pistes des morceaux joués plus bas pour se dissoudre dans la saturation. J'arrive au dernier niveau et allume une clope en marchant. Les emplacements pour stationner sont vides, à peine éclairés. Je souffle d'étroits boyaux de fumée qui s'élargissent en atteignant les tubes à néon. J'envoie un message à Samy. « T'es où, frérot ?» Devant la dernière porte à franchir, une lourde porte battante, j'attends quelques instants, au cas où mon portable vibrerait en retour. Arrivé seul en soirée, je hais ça. J'ai toujours peur que la première personne que je croise soit quelqu'un que je connais trop, etc. On va juste garder un peu cette espèce d'entrée dans l'entrée, ou d'une entrée mise en abîme pour entrer dans le roman, entrer dans un espace qui va donc, c'est déjà dit dès le début, avoir des effets de connivence, ou d'inconnu, ça va dépendre évidemment des lectrices, mais aussi de familiarité, mais aussi de goût ou de dégoût, d'aversion. Et là, c'est ça dont on parle quand on parle de relégation sociale, entre autres. Et donc, ce qu'on a déjà, c'est la description donc, de ce terrain vague. Mais là, on est en complète description de ce qu'était la zone au XIXe siècle. C'est-à-dire donc un terrain vague qui va être aménagé et qui est, et là on est en plein club des 5, l'ancien terrain d'aventure des enfants. Ce qui va nous permettre d'avoir énormément d'informations, moi je dirais déjà d'effets de connivence, et d'universalisation. C'est-à-dire que ce qui est à la fois très spécifique dans le terrain vague, dans le quartier populaire, dans l'inscription géographique, est en même temps très universel, au moins pour une enfance fantasmée des années 50-60. Celle de la bibliothèque verte et rose. Donc le clan des 7, club des 5, compagnons de la Croix-Rousse, etc. Enfin, le terrain vague du petit Nicolas, quoi. Voilà. Donc, c'est aussi une enfance qui a disparu dans les quartiers bourgeois, où les parcs sont beaucoup plus aseptisés. Bon, ça c'était en passant, mais j'avais envie de montrer cette jonction d'un imaginaire qui n'est pas forcément vécu, mais en tout cas qui modèle encore nos représentations de l'enfance. De l'enfance, de la jeunesse, et ici d'une jeunesse qui est déjà
partie ou qui va trouver un autre âge, avec cette mention que moi, j'ai adorée. J'y faufile mon grand corps adulte depuis quelques étés. On sait tout. Et on sait rien. On ne sait pas qui est je à ce moment-là. Mais ce qu'on va savoir, c'est quand même quelque chose de l'âge, jeune adulte. Ou avec, en tout cas, un corps adulte, qui n'est pas forcément un corps socialement majeur. Mais en tout cas, quelque chose qui est directement incarné, mais qui n'est pas incarné par un regard objectivant, j'allais dire, qui serait assimilable à un male gaze, c'est-à-dire très clairement un white gaze, par exemple, mais celui qui irait décrire un corps nu ou pas, avec ou des muscles ou pas, et en s'attardant sur la couleur de la peau, c'est l'exact équivalent fétichisant et raciste du male gaze, évidemment aussi fétichisant mais sexiste du corps de la femme blanche, et l'équivalent misogynoir de la fétichisation raciste et misogyne, et spécifiquement misogynoire, des femmes, par exemple noires, et bien sûr que tout ça se décline d'autres façons. On l'a pas. Ce qu'on a, c'est quelqu'un qui prend la parole et qui parle de son corps sans effet d'étrangeté, sans non plus cette espèce d'auto-objectification qui permettrait de fausser ce white gaze. Hein. C'est pas là. Mais ça n'est pas que ça n'est pas, c'est que ça permet en fait de présenter le personnage. Masculin, on le voit déjà par les accords ça et là. Où est-ce que je l'ai vu en accord? On ne le voit pas d'emblée d'ailleurs, et ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est là et qui n'est pas immédiatement là. Ah ouais, non, alors j'essaie je vais forcément rater. Hein. Bon, on est des brouillards, c'est pas forcément spécifiquement masculin, hein, ça pourrait être un genre de faux neutre. Un frère, une sœur à suivre. Ouais, même frérot, il n'y a pas encore. Par contre, on a arrivé seul en soirée, page 13. Et là, on a vraiment un accord masculin. Alors, voilà. Et ça, c'est quand même intéressant aussi que l'assignation de genre tarde, parce que ce qu'on a d'abord, c'est évidemment un être humain, un personnage. Mais ça passe ici, donc, par une façon de vivre dans un endroit, dans un territoire dans le sens géographique, c'est-à-dire un espace habité. Donc tout est territoire, enfin quasi tout est territoire, il y a évidemment des espaces non territoriaux, mais là vraiment dans le sens géographique, pas oh là, la France est territoire. Okay, le mot pour pas dire province, quoi. Mais c'est qui est dans un endroit qui est familier et dont on voit l'empreinte du temps dans le lieu par les souvenirs qui sont rappelés, éventuellement remémorés, mais sur lesquels il n'y a pas un grand moment pour s'attarder, de grande nostalgie. C'est pas Proust non plus. Au contraire, le rythme, il est rapide et il va mimer la musique. Et en fait, on a comme ça, comme une... Alors, on n'a pas une scansion parce qu'on ne va pas avoir les retours à la ligne. Enfin, on n'est pas dans un slam, là, à ce moment-là. Mais je pense que ça peut être lu de façon slamée ou équivalente. Mais qui permet donc d'avoir quelque chose de l'ordre d'une empathie qui va se nouer pour ce personnage très indéterminé, dont on a finalement que l'âge, et quelque chose de l'habitat qui se dessine progressivement dans le texte, et en fait, tout ce qu'on va suivre, c'est son parcours. Comme dans un jeu vidéo, en fait. Hein. Voilà. Et encore, dans un jeu vidéo, on a une différence entre la vue en troisième personne, souvent derrière, et la vue depuis les yeux du personnage joueur. Voilà. J'y connais un escalier, j'y devine, etc. Et donc, en fait, là, on a vraiment un jeu de familiarité et du moment de la musique, de la fête, qui apparaît. C'est peut-être le moment de dire que je tourne le jour où sort, où il est sorti hier, je sais déjà plus, le boum boum chez Divergence sur la poétique du dance floor. Oh, que j'ai un peu envie de lire. Et donc, il y a toute une imagination de la fête avant la fête, j'y devine, j'y fantasme, etc., qui nous met déjà dans une ambiance avant l'ambiance, aussi dans la petite appréhension qui précède la soirée. Enfin, moi, ça, c'est vraiment un truc que je connais bien. Oula, ça va se passer comment et donc, qui se laisse guider vers le collectif. Et donc, comme ça, on a un personnage singulier qui est en recherche de familiarité et de ses familiers, et qui va vers un collectif plus grand,
qui est celui du moment de la fête, et donc qui est souvent aussi, qu'on peut, ce moment provisoire, rapprocher de tout le mécanisme enfin, de la politique plutôt, des TAS ou des ZAD, des territoires d'autonomie temporaire, là je vais avoir oublié les mots, des zones à défendre, et donc aussi pas des tiers-lieux, les tiers-lieux c'est vraiment un truc de start-up, mais de comment on se retrouve pour faire autre chose dans le territoire, et notamment la fête. Et c'est ça qu'on va vraiment retrouver. Alors là, on a vraiment toute cette imagination de la fête avant la fête, et comme une dilatation du temps, en tout cas une attention assez accrue à ce qui va se passer au moment d'aller vers la fête, l'arrivée au parking, etc., qui passe par les souvenirs, ou l'inscription dans ce territoire, dans ce lieu précisément, plutôt que territoire, à ces moments précédents. Enfin, pas des moments précis, mais au moment de l'enfance, à des souvenirs, donc le petit bout de doigt en moins, etc. Et là, avec une mise en commun par l'odeur, sensorialité absolue, l'odeur. L'odeur de l'underground, des mélanges d'alcool et de soft dans des bouteilles d'eau de source, donc ça, une bouteille d'eau minérale, mais eau de source, c'est plus chic. Et là, on voit l'alliance du prosaïque et de la poéticité, de la fumée de clope achetée en Espagne, donc dans des éléments extrêmement sobres, partage de goulot, fusion des ivresses de la musique de Chicago. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a des phrases nominales qui se font suite les unes aux autres, mais qui n'amènent pas l'effet un peu éthéré qu'on a, par exemple, chez Duras, ou en tout cas qui correspond à la caricature qu'on se fait de Duras, mais qui donne une succession, en fait, d'impressions, sans, à mon avis, impressionnisme, mais comme c'est pris dans une course, moi, je vois la vitesse, surtout, dans les groupes nominaux, et une vitesse qui est aussi celle du rythme de la fête, voilà, qui se reprend, et donc ici, les goulots partagés, etc., enfin, plein de symboles qui vont faire la fête, la musique, et par cette relative nominale où chacun vibre à sa singulière cadence, qui est en position sujet, défie les impacts des basses propulsées. Donc voilà, et avec ce moment donc, de la musique. Et là, on se rappelle les impacts du titre. Est-ce que ces 2 secondaires qui brûlent sont les secondes de la fête ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose à la fête ? Voilà. Ça, ce sont des questions qui peuvent être un peu permanentes. C'est l'odeur de la part qu'on nous laisse. Des mètres de trottoir, et donc ça c'est vraiment important, c'est l'odeur de la part qu'on nous laisse, parce qu'on ne peut pas faire la fête ailleurs. Et notamment là, ce que l'on a et qui n'est pas dit, c'est par exemple le refoulement en boîte de nuit qui est donné par le testing. De toute façon, en dehors du refoulement, l'inaccessibilité à la boîte de nuit en raison de son éloignement, de son prix, qui va amener donc des fêtes autres, des fêtes de réunion, alors même qu'il y a relégation, et qui passe ici par cette sensorialité extrêmement importante. Le moindre coffre est un possible 5 système, on est des brouillards, on est joyeux. Parce que cette relégation, elle n'est pas forcément triste, amère, doloriste. Mais nos réjouissances n'en sont pas pour tout le monde, bim, le renversement. Et donc là, voilà, le regard social avec ce moment on gêne, mais on gêne parce qu'on est là et qu'on ouvre notre gueule. On a juste besoin d'agitation un peu, attiser des feux, boum, tout ça, ça va être un motif permanent tout au long du roman. Ça tombe bien, il est annoncé dans le titre. Se raconter des trucs pour passer les jours qui rallongent, et même ceux qui raccourcissent en fait, et puis danser, parfois. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de passer le temps, vivre le temps ensemble, habiter le temps comme on habite des lieux, et qui est amené à la chose la moins romanesque du monde. Pas grand-chose en somme, qui est complètement détaché dans un petit paragraphe, avec une ligne unique. Ce qui, finalement, va amener quelque chose qui, moi, m'a vraiment marqué dans le roman, qui est, en fait, pour moi, cette dimension épique. Alors, parce que, qui passe, là, on l'a vu, par ces questions, par ces phrases nominales, par ces rythmes, par la fête, mais c'est vraiment un roman de course, c'est un roman choral, et c'est un roman qui laisse une place importante à cette dimension chorale, mais qui est aussi une place importante à une certaine tessiture, et cette dimension des voix, en fait, vocalique, non pas que les gens se mettent à chanter, c'est pas une comédie musicale,
Mais moi, je l'ai vraiment lu comme une épopée, notamment pour le rythme et avec la grandeur de l'épopée. Et le pas grand-chose en somme, en fait, pour moi, il est tout aussi programmatique que le reste, que la dimension épique de ce que je viens de lire, de cette épopée qui va à la fête. Et c'est étonnant la fête au début aussi, hein, c'est l'inverse d'Astérix d'une certaine manière. Parce que, mais ce qui pourrait être un aboutissement est un point de départ, et c'est un aboutissement, et ça va être le point de départ d'autre chose, mais ça va aussi amener... la fête, c'est déjà un moment d'union qui va amener d'autres formes d'union, ou de collectif, ou de collectivisation, ou d'organisation, que ce soit nous sympatriellement. Et là, il y a quelque chose d'épique dans la dimension à la fois... je parlais de tessiture et de voix, c'est-à-dire du fait de laisser une voix, un chant, une partie à tout un chacun, et en particulier à ces jeunes hommes, souvent socialement complètement exclus, etc. Je crois l'avoir expliqué en début de vidéo, et qui va donner quelque chose qui est de l'ordre d'une dignité, d'une emphase, sans trahison ou sans éloignement de la revendication qui n'a rien d'épique. Pas grand-chose en somme. Et finalement, ça fait que l'épique se niche précisément dans la relégation subie et la violence subie, tout en permettant donc un mouvement guerrier, autre, défensif, qui va mettre en branle littéralement quelque chose de l'histoire, du monde, et qui marche très très bien. Je pense pas que je vais lire d'autres passages parce que je suis vraiment en train de m'écrouler de fatigue, mais je crois que là, dans le mouvement même du singulier qui attend son pote et qui arrive dans la fête et qui arrive comme ça vers le collectif, il y a un mouvement qui est extrêmement important, qui est joyeux, qui est jubilatoire aussi. Et en fait, déjà, la fête est un moment de jubilation. La fête, c'est un motif épique. Alors, la fête médiévale du roman de la Rose, elle est extrêmement chic, les gens font la révérence les uns après les autres, et on fait des danses en groupe. Évidemment, là, après, il va y avoir une adaptation aux modalités contemporaines. Et même pas sociologique, parce que franchement, je vois pas la différence entre les façons de danser en boîte et en teuf, mais bon, après, je suis pas une très bonne danseuse, donc forcément. Mais voilà, c'est plus des trucs d'époque, la danse singulière par rapport aux danses à deux, par rapport aux danses de spectacle, et par rapport surtout à ces danses collectives qu'il y avait sous l'Ancien Régime, et qui sont remplacées par les danses de salon. Mais, en fait, la collectivisation de la danse est déjà une réjouissance en soi, et fait déjà motif épique. Faut pas le rater, hein. Et je vous dis à bientôt.